Il y a 6 mois, j'ai prononcé une phrase sur cette chaîne et j'aurais préféré ne jamais avoir à la ressortir comme je vais le faire aujourd'hui. À l'époque, on venait d'apprendre la fermeture du détroit d'Ormuz. Tout le monde parlait du baril, du prix à la pompe, des files d'attente dans les stations. Et moi, je vous avais dit, attention, le carburant, ce n'est que la partie visible. Le vrai problème, il arrivera l'hiver suivant et il ne se verra pas à la pompe, il se verra sur votre relevé de chauffage. Et 6 mois plus tard, les chiffres sont tombés et ils sont pires que ce que j'avais annoncé. Les réserves de gaz de l'Union européenne sont au plus bas niveau jamais enregistré depuis qu'on les mesure. Le prix repère du gaz a augmenté 2 fois en 2 mois. Une banque d'affaires américaine table sur un doublement possible des cours d'ici décembre. Et pendant ce temps, l'aide que l'État verse aux ménages les plus modestes pour payer leur chauffage a perdu un quart de son budget en 2 ans. Alors non, personne ne va vous couper le gaz. Ce n'est pas ça le scénario. Le scénario, il est beaucoup plus discret, beaucoup plus silencieux, et il a déjà commencé. En France, des gens ont eu froid chez eux l'hiver dernier. Pas parce que le tuyau était vide, parce que la facture était trop chère. Aujourd'hui, on va suivre la chaîne, maillon par maillon, du détroit d'Ormuz jusqu'à votre radiateur. Et à la fin, vous saurez exactement pourquoi votre facture de cet hiver va vous faire mal. Et depuis combien de temps c'est écrit noir sur blanc dans des documents publics que personne ne lit. Avant de commencer, un petit like sur la vidéo et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Ça prend 2 secondes et ça aide énormément la chaîne à sortir de l'ombre. Et ça vous permet de suivre la continuité de mes interventions en vidéo. Et n'oubliez pas, je l'avais annoncé dès le début. Alors si vous aimez le travail logique, qui se suit et d'anticipation, l'abonnement est une nécessité. Petit rappel rapide, tout a commencé le 28 février 2026. Ce jour-là, le détroit d'Ormuz se ferme. Vous connaissez la suite, on en a parlé longuement sur cette chaîne. Le pétrole s'envole, le gasoil prend plusieurs dizaines de centimes en quelques semaines et l'actualité se concentre entièrement sur les stations-service. Mais par le détroit d'Ormuz, il ne passe pas que du pétrole. Il passe aussi 20% du gaz naturel liquéfié mondial, un cinquième, et l'essentiel de ce volume vient d'un seul pays, le Qatar. Le gaz naturel liquéfié, le GNL, c'est du gaz qu'on a refroidi à moins 162 degrés pour le transformer en liquide, ce qui divise son volume par 600 et permet de le transporter par bateau au lieu de le faire passer par un tuyau. C'est exactement la solution que l'Europe a choisie pour remplacer le gaz russe. On a arrêté les gazoducs, on a construit des terminaux méthaniers et on s'est mis à acheter du gaz sur un marché mondial en concurrence avec tout le monde. Sur le papier, c'était malin. On échangeait une dépendance à un fournisseur unique contre un accès à un marché ouvert. En pratique, on a échangé une dépendance à un tuyau contre une dépendance à une route maritime. Et cette route maritime, elle a un point de passage large de 33 km. Le 28 février, ce point de passage se ferme et à partir de là, tout le reste découle mécaniquement. Il faut comprendre comment fonctionne le gaz en Europe, parce que sans ça, rien de ce qui suit n'a de sens. L'Europe consomme peu de gaz en été et a énormément besoin de gaz en hiver. Donc chaque année, d'avril à octobre, les opérateurs achètent du gaz et le stockent dans d'immenses cavités souterraines, d'anciens gisements ou des cavités salines. C'est ce qu'on appelle la saison de remplissage. Puis en hiver, on puise dedans. Cette réserve, c'est le matelas. C'est ce qui fait que le jour où il fait moins 10 degrés partout en Europe, en même temps, on ne se retrouve pas à devoir acheter du gaz à n'importe quel prix. Le 6 août 2026, l'organisme qui publie ces données, Gas Infrastructure Europe, sort son relevé. Les stockages de l'Union européenne sont remplis à 57%. Pour vous donner l'échelle, la moyenne des 5 dernières années à la même date, c'est 74%. On est 17 points en dessous. C'est le niveau le plus faible jamais enregistré à cette période depuis que ces séries existent, c'est-à-dire depuis 2011. Et ça, c'est la moyenne européenne. Dans le détail, c'est très inégal. L'Italie est à 77%, la France est à 60% environ, ce qui n'est pas brillant, mais nous met dans une position plus confortable que nos voisins. Et l'Allemagne, elle est à
48%. Retenez ce chiffre allemand, on va y revenir, parce que dans un marché européen interconnecté, un voisin en difficulté, ce n'est pas son problème à lui, c'est le nôtre aussi. Après la crise de 2022, l'Union européenne a voté un texte, un règlement sur le stockage du gaz qui impose aux États membres d'atteindre 90% de remplissage avant chaque 1er novembre. L'idée était simple et plutôt saine. Plus jamais d'hiver abordé avec des cuves à moitié vides. Sauf qu'en 2026, cet objectif est devenu inatteignable pour une partie des pays. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'atteint pas l'objectif ? On assouplit l'objectif. La Commission européenne a modifié le calendrier. L'objectif 90% existe toujours, officiellement, mais il peut désormais être atteint à n'importe quel moment entre le 1er octobre et le 1er décembre, au lieu du 1er novembre impératif. Et dans les faits, Bruxelles a encouragé les États à viser plutôt une cible de 80%. L'argument officiel est défendable, je vais être honnête avec vous. L'idée est d'éviter que les opérateurs soient obligés d'acheter du gaz à n'importe quel prix à une date fixe, ce qui reviendrait à faire monter les cours en le criant sur tous les toits. Tous les vendeurs du monde savent que vous êtes obligés d'acheter avant le 1er novembre. C'est un raisonnement de marché qui se tient. Mais regardons ce que ça donne concrètement. On est passé en quelques mois d'un objectif de 90% au 1er novembre à un objectif de 80% quelque part entre octobre et décembre. Et un pays comme l'Allemagne à 48% début août, ça va devoir faire un chemin considérable pour y arriver. Berlin, d'ailleurs, a fait un choix qui mérite d'être signalé. L'Allemagne a décidé de ne pas intervenir directement sur le marché du gaz pour reconstituer ses stocks, précisément par crainte de faire flamber les cours en achetant massivement. Elle s'en remet donc aux acteurs privés. Traduction, le premier consommateur de gaz d'Europe croise les doigts. Et il y a un acteur dont on parle très peu dans cette histoire et qui est pourtant décisif, la Chine. Le GNL est un marché mondial. Un méthanier qui part du Qatar, des États-Unis ou d'Australie ne va pas là où on a le plus besoin de lui, il va là où on le paye le plus cher. C'est aussi simple que ça. Donc quand l'Europe veut remplir ses cuves, elle n'est pas seule à la caisse. Elle est en concurrence directe avec les acheteurs asiatiques qui ont eux-mêmes eu une demande de climatisation très forte cet été. Et c'est là que le raisonnement devient glaçant, si vous me passez l'expression. Goldman Sachs, dans ses notes d'analyse, explique que pour que l'Europe parvienne à sécuriser assez de cargaisons, il faut que le prix européen monte suffisamment haut pour décourager la demande asiatique. Autrement dit, le prix ne monte pas parce qu'il y a une pénurie, le prix monte parce qu'il faut qu'il monte pour que les bateaux viennent chez nous plutôt qu'ailleurs. La banque a chiffré ce seuil autour de 65 € le mégawattheure pour l'été et elle ajoute que dans le scénario où les exportations du Moyen-Orient ne se normalisent que progressivement, le prix du gaz européen pour décembre 2026 pourrait devoir dépasser les 100 € le mégawattheure. 100 € le mégawattheure. Pour vous donner un repère, le contrat de référence européen s'est changé autour de 55 à 58 € cet été. Et il était descendu autour de 30 € début 2026, juste avant la crise. Ce n'est pas une prédiction catastrophiste sortie d'un blog obscur, c'est le scénario de risque d'une banque d'affaires américaine, écrit noir sur blanc dans une note destinée à ses clients pour qu'ils se couvrent. Et je vais insister sur un point, parce qu'il est fondamental. Ces gens-là ne font pas de la politique. Ils ne cherchent pas à vous faire peur. Ils ne cherchent pas non plus à vous rassurer. Ils écrivent ce qu'ils croient vrai, parce que leurs clients perdent de l'argent si c'est faux. C'est précisément pour ça qu'il faut les lire. Maintenant, on descend d'un cran. On quitte les marchés et on entre dans votre boîte aux lettres. Depuis la disparition des tarifs réglementés du gaz en 2023, la Commission de régulation de l'énergie publie chaque mois ce qu'on appelle le prix repère de vente du gaz. Officiellement, ce n'est qu'un indicateur, une boussole pour comparer les offres. Il ne s'impose à personne. Sauf que dans les faits, environ 6 millions de ménages français, près de 60% des abonnés résidentiels au gaz, ont souscrit une offre indexée sur ce prix repère. Ça veut dire que quand ils bougent, leur facture bouge mécaniquement sans qu'ils aient rien à signer de nouveau. Alors, regardons ce qu'il a fait cette année. Au 1er juillet 2026, le prix repère augmente de 7,4% pour atteindre 164,21 € le mégawattheure,
toutes taxes comprises, un record historique. Petite accalmie en août, puis le 10 août, la CRE publie le barème de septembre. Nouvelle hausse de 5,6%. Le prix repère passe à 172,05 € le mégawattheure. Et pour le profil chauffage, précisément, le kilowattheure prend 7,29%. Le chiffre qui résume tout, et je veux que vous le reteniez, depuis janvier 2026, le prix du kilowattheure du chauffage au gaz a augmenté de 26,5%. Plus d'un quart en 8 mois, avant même le premier jour de froid. Concrètement, pour un foyer chauffé au gaz consommant 9000 kWh par an, la seule hausse de septembre représente environ 82 € de plus pour l'année. Pour un gros consommateur à 15 000 kWh, on est à 137 €, et pour un foyer moyen autour de 12 000 kWh, les estimations tournent autour de 100 à 115 € supplémentaires. Et la CRE ne se cache pas sur la cause. Dans son communiqué, elle indique que cette hausse est entièrement liée à l'augmentation du prix du gaz sur les marchés alimentés par le conflit persistant au Moyen-Orient. Vous voyez la chaîne se refermer ? Hormuz, le 28 février, cuve à 57%, la course au méthanier contre l'Asie et au bout, votre facture de septembre. Ce n'est pas une théorie, c'est une transmission comptable documentée à chaque étage par les organismes officiels eux-mêmes. Et vous trouverez bien entendu toujours ces informations dans les sources, dans la description. À ce stade, il y a beaucoup de gens qui se disent « Très bien, donc moi, je suis au chauffage électrique, donc ça ne me concerne pas du tout. » J'aimerais vous dire que vous avez raison, mais ce n'est pas le cas. Le marché européen de l'électricité fonctionne selon un principe simple. Le prix est fixé par la dernière centrale qu'on doit allumer pour satisfaire la demande. Et lors des pointes hivernales, quand tout le monde allume son chauffage en même temps, à 19 h un soir de février, cette dernière centrale, c'est très souvent une centrale à gaz. Autrement dit, le gaz fixe le prix de l'électricité au moment où vous en avez le plus besoin, même quand l'électricité française est produite à 95% sans carbone. Et le marché l'a parfaitement anticipé. Dès le mois de mai 2026, les contrats à terme pour l'hiver 2026-2027 sur l'électricité européenne affichaient une prime par rapport aux contrats de l'été en cours, à leur plus haut niveau depuis la crise de 2022. Le contrat annuel électricité pour 2027 a franchi les 70 € le mégawattheure. Une prime sur l'hiver, ça veut dire une seule chose, les professionnels du secteur, ceux qui achètent et vendent de l'électricité pour de vrai, ont déjà mis dans les prix l'idée que cet hiver sera tendu. Et ça arrive chez vous par plusieurs canaux. Le tarif réglementé de l'électricité a déjà augmenté de 2,5% au 1er août 2026, notamment à cause du réenchérissement du mécanisme de capacité, ce dispositif qui rémunère les producteurs pour être disponibles lors des pointes. La prochaine révision est attendue au 1er février 2027, c'est-à-dire en plein cœur de l'hiver. Donc non, être chauffé à l'électricité ne vous met pas à l'abri, ça vous met simplement au bout d'une chaîne un peu plus longue. Et là, on arrive au cœur du sujet. Et c'est le moment où je vous ai demandé d'être attentif parce que c'est ce passage-là qui justifie le titre de la vidéo. Quand on parle de crise du gaz, tout le monde imagine 2022. Les pénuries, les rationnements, les coupures. Et comme rien de tout ça n'arrive, on se dit que finalement ça va. Que les alarmistes se sont encore trompés. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Une crise énergétique dans un pays riche, ça ne ressemble pas à une coupure. Ça ressemble à quelqu'un qui baisse son thermostat de 2 degrés et qui n'en parle à personne. Alors, voilà les chiffres. Ils viennent de l'Observatoire national de la précarité énergétique et du Médiateur national de l'énergie, des institutions publiques. 35% des Français déclarent avoir souffert du froid dans leur logement pendant au moins 24 heures durant l'hiver 2024-2025. En 2020, ils étaient 14%. Le chiffre a été multiplié par 2,5 en 5 ans. 75% des ménages déclarent avoir volontairement restreint leur chauffage pour limiter leurs factures, 3 foyers sur 4. 36% déclarent avoir eu des difficultés à payer leurs factures d'énergie contre 28% l'année précédente. 8 points en un an. Parmi ceux qui ont eu froid, 37% l'expliquent par une raison financière. Pas par une panne, pas par une mauvaise isolation, mais par le fait qu'ils n'avaient pas les moyens.
Le médiateur national de l'énergie a été auditionné à l'Assemblée nationale au mois de mai 2026. Et il a eu cette formule que je trouve d'une justesse terrible. Les Français vivent aujourd'hui une sobriété énergétique subie et non une sobriété énergétique choisie. Alors quand je vous dis cet hiver vous allez mourir de froid, oui, c'est une formule. Personne ne va mourir de froid dans son salon en France. Mais un tiers du pays a déjà froid chez lui et ce tiers-là va prendre 26,5% d'augmentation dans la figure. Ce n'est pas une projection, c'est déjà arrivé l'hiver dernier avec des prix inférieurs à ceux d'aujourd'hui. Sans compter les multiples autres postes qui eux aussi vont augmenter bien plus vite que vos salaires. Alors voilà, on arrive au bout de la chaîne et c'est ici que je veux vous poser la partie la plus importante de cette vidéo et qui justifie le mot officiel dans le titre. Face à cette situation, il existe un dispositif d'aide, le chèque énergie. Créé en 2018, il remplace les anciens tarifs sociaux de l'électricité et du gaz. C'est une somme envoyée chaque année aux ménages modestes pour les aider à payer leur énergie. Son montant va de 48 à 277 euros avec une moyenne de 153 euros. Premier fait, ce barème n'a pas bougé depuis 2019. 7 ans, pendant que les prix de l'énergie augmentaient d'environ 25% sur la même période. En pouvoir d'achat réel, le chèque énergie a donc perdu près d'un quart de sa valeur sans qu'aucune décision n'ait jamais été prise pour le baisser. Il a suffi de ne rien faire. Deuxième fait, et celui-là est encore plus parlant. Entre 2021 et 2024, le dispositif couvrait 5,6 à 5,7 millions de ménages. En 2026, après une annonce de rattrapage de 700 000 foyers supplémentaires faite fin mars, on arrive à 4,5 millions de bénéficiaires. Il manque plus d'1 million de foyers. Et l'explication est presque comique, si elle n'était pas complètement dramatique. Jusqu'en 2023, l'administration identifiait automatiquement les bénéficiaires en croisant plusieurs fichiers et la taxe d'habitation servait de pierre angulaire à ce croisement. On a supprimé la taxe d'habitation. Résultat, l'administration a perdu son outil d'identification. Le nombre de foyers détectés automatiquement est tombé de 5,7 millions en 2024 à 3,8 millions en 2025, une chute de 33%. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'1 million de familles pauvres ont disparu des listes. Pas parce qu'elles sont devenues riches, parce qu'un fichier a été supprimé. Troisième fait, le budget. Les crédits alloués au chèque énergie dans le budget 2026, adopté par le Parlement début février, s'établissent à 674,2 millions d'euros contre 899 millions en 2024, une baisse de 25% en 2 ans. Alors, récapitulons ce qui est officiel au sens strict du terme, c'est-à-dire publié, voté et signé. Il est officiel que les stocks de gaz européens sont au plus bas depuis 2011. C'est Gas Infrastructure Europe qui le dit. Il est officiel que le prix du repère du gaz a augmenté de 7,4 puis de 5,6% en 2 mois et de 26,5% sur le chauffage depuis janvier. C'est la Commission de régulation de l'énergie qui le dit. Il est officiel qu'un tiers des Français a eu froid chez eux l'hiver dernier. C'est l'Observatoire national de la précarité énergétique qui nous le dit. Et enfin, il est officiel que le budget destiné à aider ces gens-là a baissé de 25% en 2 ans et que le barème est gelé depuis 2019. C'est la loi de finances. Voilà pourquoi je vous dis que c'est officiel. Pas parce qu'un ministre serait monté à une tribune pour annoncer que vous alliez avoir froid. Personne ne fera jamais ça. Mais parce que tous les éléments de la démonstration sont dans des documents publics, chacun signé par une institution différente et que personne ne prendra jamais la peine de les mettre côte à côte. Ça, c'est mon travail, mettre les documents côte à côte. Maintenant, je vais faire quelque chose que je fais systématiquement et qui est probablement la partie la moins spectaculaire de la vidéo, mais c'est celle à laquelle je tiens le plus. Je vais vous dire précisément ce que ces chiffres ne prouvent pas. Ils ne prouvent pas qu'il va y avoir une pénurie de gaz. Si vous en entendez qui vous le disent, alors ce sont des menteurs. Aucune source sérieuse ne l'annonce. La Commission européenne estimait encore en juillet qu'il n'existait pas de préoccupation immédiate concernant la sécurité d'approvisionnement et son porte-parole considère que la cible de 80% reste techniquement réalisable.
La France est mieux lotie que ses voisins. L'Europe consomme structurellement moins de gaz qu'en 2022. Elle a développé ses terminaux méthaniers et ses capacités renouvelables ont progressé. Nous ne sommes pas en 2022. Il ne prouve pas non plus que votre facture va doubler. Le scénario à plus de 100 € le mégawattheure est un scénario risqué, conditionné à la poursuite du blocage. Ce n'est pas le scénario central et si le D3 se normalise plus vite que prévu, les prix redescendront comme ils l'ont déjà fait. Et enfin, il ne prouve pas qu'il existe un plan. Je n'ai trouvé aucun élément permettant de dire que quelqu'un a organisé cette situation ou qu'on vous appauvrit délibérément. Ce que je vois, c'est une accumulation de décisions prises séparément, chacune défendable prise isolément, dont personne n'a mesuré l'effet cumulé sur la même famille. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de préciser tout ça? Ça affaiblit ton propos. Pas du tout. Au contraire, ça le rend solide. Parce que si je vous vends une pénurie et qu'il n'y a pas de pénurie dans 6 mois, vous aurez raison de ne plus jamais m'écouter. Alors que ce que je vous décris là, la facture qui monte pendant que l'aide baisse, ça n'a besoin d'aucune exagération pour être grave. C'est déjà en train de se produire et ça se lit dans les documents officiels. Ni peur, ni déni, c'est tout le principe de la chaîne. Et je vais ajouter une chose, parce qu'elle vaut pour tout ce que je fais ici. Un expert en énergie de Sciences Po, interrogé début août sur BFM, a résumé la situation en une phrase. Nous ne sommes pas préparés pour l'hiver qui arrive. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un survivaliste, c'est un professeur qui étudie et qui enseigne ces sujets. Je vais maintenant vous parler de moi en quelques minutes et je vous demande de ne pas mal le prendre parce que ce passage peut être très mal compris. Moi, je n'ai plus de facture d'énergie, ni chauffage, ni électricité. J'ai investi dans une cuisinière à bois, c'était très cher et je n'ai touché quasiment aucune aide pour l'installer. J'ai payé plein pot. Depuis, je n'ai plus une seule facture de chauffage. J'ai des panneaux solaires et ce que je revends de ma production suffit à payer mon électricité. Bilan, 0. J'ai aussi acheté un très bon vélo électrique il y a des années. On s'est bien moqué de moi d'ailleurs à l'époque parce que j'utilisais mon vélo plutôt que ma voiture même quand il faisait pas beau. Mais aujourd'hui, même si on triplait le prix de l'électricité, le recharger me coûterait au maximum 20 centimes. Alors voilà, je pourrais m'arrêter là, faire le malin et vous dire « je m'en suis sorti, débrouillez-vous ». Sauf que je pense exactement le contraire. Le fait que j'ai trouvé des solutions ne me dispense pas de me battre contre le problème. Ce serait la pire des lâchetés. Je le vois par exemple lorsqu'on parle d'augmenter le tarif des voitures électriques au niveau de la recharge, mais que, en pas un. Je vais maintenant vous parler de moi quelques minutes et je vous demande de ne pas mal le prendre parce que ce passage peut être très mal compris. Moi, je n'ai plus de facture d'énergie. Ni chauffage, ni électricité. J'ai investi dans une cuisinière à bois, c'était très cher, je n'ai quasiment pas eu d'aide pour ça. J'ai payé plein pot et depuis, je n'ai plus une seule facture de chauffage. J'ai des panneaux solaires et ce que je revends de ma production suffit à payer mon électricité. Bilan énergétique, 0. J'ai aussi acheté un très bon vélo électrique et d'ailleurs à l'époque, on s'est bien moqué de moi parce que j'utilisais même l'hiver alors que je pouvais utiliser ma voiture. On me traitait même de clochard. Je vous assure que c'est vrai. Aujourd'hui, même si on triplait le prix de l'électricité, la recharger me coûterait 20 centimes pour pouvoir faire près de 80 km. Alors voilà, je pourrais m'arrêter là, faire le malin et vous dire « je m'en suis sorti ». Débrouillez-vous. Sauf que je pense exactement le contraire. Le fait que j'ai trouvé des solutions ne me dispense pas de me battre contre le problème. Ce serait même la pire des lâchetés. Il y a des gens qui sont locataires, qui n'ont pas de terrain, pas de trésorerie, pas de bois autour d'eux, pas de toit exposé au sud. Leur dire « il suffit d'acheter une cuisinière à bois » serait une insulte. Ce n'est pas non plus mon rôle de vous donner des solutions concrètes une par une. D'abord parce qu'elles dépendent entièrement de votre situation, de votre logement, de votre budget et de votre région. Et ensuite, parce que beaucoup de gens font ce travail-là bien mieux que moi. Il y a d'excellentes chaînes sur l'autonomie, l'énergie, l'isolation, le bricolage, et je compte vous en partager plusieurs prochainement. Moi, mon rôle, c'est de vous dire ce qui arrive. Les autres vous montreront comment faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe des solutions et qu'il faut les mettre en place. Parce que ça fait maintenant près de 15 ans que je prône la sobriété sur cette chaîne et que la principale chose que j'ai apprise, c'est qu'il est toujours plus facile de se plaindre que de trouver des solutions. Et enfin, si vous deviez retenir uniquement une seule chose pratique de cette vidéo, le mois de septembre
C'est bientôt, pas en décembre, quand la facture va tomber. C'est maintenant qu'il faut s'y préparer. On va conclure maintenant en reprenant la chaîne une dernière fois en une seule phrase. Un détroit se ferme le 28 février, les cargaisons de gaz n'arrivent quasiment plus, les cuves européennes se remplissent à 57% au lieu de 74%, Bruxelles, ne pouvant pas atteindre son objectif, déplace l'objectif, les prix montent pour détourner les méthaniers de l'Asie, la commission de régulation de l'énergie répercute mécaniquement 2 fois en 2 mois, 6 millions de foyers voient leur facture augmenter sans avoir rien signé, et 1 million de familles modestes, sorties des fichiers d'aide parce qu'on a supprimé une taxe, ne recevront rien pour amortir le choc. Chaque maillon de cette chaîne pourrait être défendable pris tout seul. Fermer un détroit, c'est une guerre, personne à Paris n'y peut rien. Assouplir un objectif de stockage pour ne pas se faire racketter sur les marchés, c'est même plutôt intelligent. Supprimer la taxe d'habitation, c'était une promesse de campagne populaire. Et pourtant, mis bout à bout, ces maillons produisent le résultat suivant. Un pays où un tiers des habitants a déjà froid chez lui et où on va cet hiver augmenter le prix du chauffage tout en réduisant l'aide au chauffage. Personne n'a décidé ça et c'est peut-être le pire. Parce qu'un plan, on peut le dénoncer, on peut s'y opposer, on peut voter contre, alors qu'une addition de décisions raisonnables prises dans 10 bureaux différents, ce n'est pas possible de trouver un responsable à ça. Ça n'a pas de visage, il n'y a personne à qui envoyer la facture. Il n'y a que vous en janvier, avec un pull par-dessus l'autre pull, pour ne pas mourir de froid. Et ce que je vous demande, ce n'est pas d'attendre janvier pour vous en rendre compte. Regardez votre contrat cette semaine, regardez s'il est indexé ou à prix fixe, regardez ce que vous avez consommé l'hiver dernier et multipliez par 1,3. Et si le résultat vous fait peur, vous avez encore quelques semaines pour agir, alors que dans 3 mois, vous n'en aurez plus. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'arithmétique, c'est de la préparation. Et c'est ce que je prône sur cette chaîne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'au bout de cette vidéo, écrivez-moi simplement jusqu'au bout en commentaire. Je réponds à chacun avec un petit cœur. Dans les 24 premières heures de vie de la vidéo, c'est ma façon de savoir qui me suit vraiment et surtout si vous êtes capable d'aller jusqu'au bout d'un raisonnement complexe. Ensuite, je veux votre avis. Et j'insiste, votre vrai avis. Si vous pensez que je me trompe, si vous pensez que je noircis le tableau ou au contraire que je suis beaucoup trop tiède sur ce dossier, dites-le. Vous avez parfaitement le droit d'être en désaccord avec moi et je vous demande une seule chose, qu'on reste poli et que vous sourciez ce que vous avancez. Un désaccord sourcé, ça m'intéresse infiniment plus qu'un accord. Et si vous avez des sources que je n'ai pas vues, des documents, des rapports, des chiffres officiels sur les stockages ou sur les aides, envoyez-les-moi. Vous m'avez déjà plusieurs fois apporté des éléments que j'avais ratés et c'est très bien comme ça parce que ça me permet d'avancer. Une chose aussi que vous pouvez faire, c'est partager cette vidéo à quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui va arriver l'hiver prochain et qui va découvrir en décembre sa facture sans avoir rien vu venir. Envoyez-lui en lui disant pourquoi vous pensez à elle, ça vaut 1000 fois mieux qu'un partage anonyme. Et enfin, parlons du nerf de la guerre. Cette vidéo, elle représente des heures de lecture de communiqués, de la CRE, de relevés de stockage, de notes d'analyse et de rapports d'observatoire. Ce travail-là, personne ne le finance. Si vous voulez qu'il continue et qu'il s'améliore, vous avez 2 moyens de m'aider. Le Tipeee, dont le lien est dans la description, où chaque contribution, même minime, change vraiment les choses à mon échelle, et l'adhésion directement YouTube, avec le bouton adhérer sous la vidéo qui vous donne accès à du contenu réservé aux membres. Cela permettra également de faire aboutir un projet secret que j'ai pour cet hiver et qui a déjà une vidéo dans la partie membres sur cette chaîne. Et croyez-moi, lorsque vous verrez ce petit projet secret prendre vie, je pense que vous allez aimer encore plus cette chaîne. En tout cas, merci à ceux qui sont déjà contributeurs. C'est grâce à vous que je peux passer des journées entières nées dans les documents administratifs plutôt qu'à faire du commentaire à chaud. Vous êtes déjà maintenant plus de 60 à avoir contribué à la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou sur YouTube. Alors, 60 grands merci à vous tous. En attendant, moi je retourne travailler parce que les dossiers ne vont pas sortir tout seuls. Il y a encore beaucoup de lectures aujourd'hui. À la fin de ma journée, je démarre ma 2e journée qui est mon travail pour vous. Alors en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et à très bientôt. À la croisée des chemins. Allez, salut tout le monde!